Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 17 octobre. Rencontre avec le sculpteur Marcel Ritchie, l'artiste qui a remporté l'appel à projet sur le territoire de la ville de Passepébiac. La 6e édition du Salon du livre de Bonaventure au Centre récréatif Desjardins. L'événement Novembre numérique du Technocentre TIC Gaspésie-Île-de-la-Madeleine revient pour une 2e année. Le service de sage-femme dans la baie des Chaleurs fête ses 2 ans cette année. Des ateliers de massage pour les tout-petits dès cet automne offerts par la Maison de la famille Contrevent et Marais à Chandler. Et le Centre d'action bénévole Gascon-Percé, toujours en pleine action. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, mardi le 12 octobre dernier, la population était invitée à venir rencontrer le sculpteur Marcel Ritchie, l'artiste qui a remporté l'appel à projet pour la réalisation d'œuvres d'art sur le territoire de la ville de Passepébiac. Notre collègue Éric Robert était présent pour l'occasion. Mardi le 12 octobre dernier, la ville de Passepébiac invitait la population à l'entrée ouest de la ville pour rencontrer l'artiste sculpteur Marcel Ritchie, qui a remporté l'appel à projet pour la réalisation d'œuvres d'art public aux entrées de la ville. Ce projet d'art public sera inauguré sous peu. Marcel Ritchie, je suis originaire de New Richmond. J'ai été retenu pour présenter une maquette qu'on appelle architecturale, à l'échelle. On avait le choix de l'échelle, mais moi, c'est échelle 1,20. J'ai été choisi pour réaliser le projet. Le titre de l'œuvre, c'est L'affluence. Un groupe de personnes qui se déplacent vers une même destination. Ça, c'est un clin d'œil plus aux habitants de Passepébiac à l'heure contemporaine, si on veut. Donc, c'est une œuvre publique, entre guillemets, utilitaire, parce que c'est de la signalétique, mais c'est aussi une œuvre d'art. Cette semaine, c'est l'installation des différentes composantes. Là, j'ai un site de fait, j'ai l'entrée ouest. Fait que demain ou après-demain, dépendamment de la météo, là, je vais faire l'entrée est. Le dévoilement, possiblement la semaine prochaine, mais il manque une pièce, il manque les toitures des maisonnettes. Eux autres sont à Rivière-du-Loup pour la peinture. Dans l'appel à projet, il n'y avait pas de spécificité, il n'y avait pas de thème imposé, c'était ouvert. Ça fait que moi, je suis allé, d'un point de vue personnel, c'était quoi Passepébiac pour moi? Ça fait que j'ai voulu jumeler les origines de la ville avec ce qui se passe de nos jours. Ça fait que, évidemment, que Passepébiac, à l'origine, c'était la pêche à la morue, l'établissement du banc de Passepébiac avec les bâtiments. Je me suis inspiré de ça pour les poissons dans l'œuvre. Il y a 7 piliers par œuvre. C'est des piliers inspirés des matériaux de construction, des poutres en hache, mais courbées. Encore là, il y a un clin d'œil à la construction du banc de Passepébiac, mais il y a aussi il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la construction des habitants de Passepébiac. Donc, c'est un clin d'œil à ça. On peut aussi voir, ça fait un rappel au niveau de la mer, comme si c'était des algues en suspension dans l'eau. Ça, c'est pour les piliers. Sur le dessus des piliers, il y a des maisonnettes avec des toitures très colorées. Justement, c'est un clin d'œil à la population locale qui sont très colorées, eux autres aussi. Ça, des projets d'art public comme ça, à un moment donné, faut déléguer des parties. Ça fait que la fabrication ou l'assemblage s'est fait à Caplan d'une usine, d'un atelier de soudure puis d'usinage chez Fabritech. Puis avant ça, bien, tous les dessins techniques, je les ai faits avec du personnel là-bas. Puis l'aluminium il a été coupé par ordinateur CNC à Rivière-du-Loup. J'avais déjà envisagé de faire une œuvre publique comme en suspension. Donc ça, c'est un thème que j'avais déjà. Puis je l'ai adapté à l'appel à projet de Passepébiac. Quelque chose qui représentait un peu le milieu, quelque chose qui était dynamique comme pour accueillir les gens qui sont de passage là, sur le bord de la 132. Du 21 au 24 octobre prochain se tiendra la 6e édition du Salon du livre de Bonaventure au Centre récréatif Desjardins. Notre collègue Maryse a rencontré Véronique Beauchamp, la coordonnatrice de l'événement, pour vous en informer. Alors, je suis en présence de Véronique Beauchamp, coordonnatrice au Salon du livre de Bonaventure. Bonjour. Bonjour Maryse. Alors, le Salon du livre, la 6e édition déjà, va se tenir du 21 au 24 octobre prochain, directement au Centre récréatif Desjardins de Bonaventure. Quelles sont les nouveautés cette année?
Bien, en fait, la grosse nouveauté, bien, c'est le centre récréatif des Jardins. Déjà, c'est un espace beaucoup plus grand. On va avoir beaucoup d'espace pour faire beaucoup d'animations en simultané aussi. Et ça aussi, c'est un peu parce que le Salon du Livre est devenu un organisme à but non lucratif. Donc, depuis le 31 mars dernier, on a reçu nos lettres patentes, on a un conseil d'administration. Ça nous permet d'aller chercher un peu plus d'argent, on va dire, qui viennent de subventionneurs comme des paliers gouvernementaux. Le Conseil des arts, le Fonds du livre du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec. La Ville est présente, elle nous aide énormément. On ne pourrait pas le faire sans eux pareil, mais ça permet aussi d'étendre la portée de nos actions, de sortir un peu de la Ville de Bonaventure pour accomplir notre mission, qui est de rendre la littérature accessible à tous et de la promouvoir un peu partout sur le territoire gaspésien. Mais cette année, déjà, on a 4 promenades littéraires qui vont être à Grande-Rivière, à Saint-Siméon, à New Carlisle et à Bonaventure, qui vont être là toute l'année. C'est quoi ça, des promenades littéraires? Des promenades littéraires, c'est des albums jeunesse, des histoires pour enfants qui sont imprimés sur des grands panneaux de 40 par 24 et qui sont disposés comme dans un endroit où on va prendre une marche habituellement. Donc, on joint un peu le plein air à la lecture. Et cette année, on a fait des versions audio de ces histoires-là. Donc, sur chacun des panneaux, il y a des codes QR qu'on peut scanner. Et là, on entend la version audio. Ça a été fait tout ici par des comédiens gaspésiens et des comédiennes, des musiciens et des musiciennes gaspésiens. Ça a été dirigé par Francis Richard du Théâtre de la Petite Marie. Donc, c'est d'une beauté. Moi, je les ai entendus. C'est magnifique. Ça va être là pendant 1 an, ces promenades-là. Qu'est-ce qu'on va avoir un peu comme... il va y avoir sûrement des lancements? On a une grande variété dans la programmation. On a premièrement une belle soirée d'ouverture le jeudi à 18h30 qui s'appelle « Nos voix de femmes », qui va réunir 8 poétesses qui vont réciter leur poésie. Oui. Ça va être accompagné en musique par Melissa Gurvan, qui est une musicienne autochtone. Il va y avoir une cérémonie de bénédiction avec Janet Martin au début. Il va y avoir de la danse avec Manon Lévesque. Tout ça dans la même soirée. Donc, ils vont être 12 femmes à prendre place, à faire entendre leurs mots, leurs paroles. Ça, c'est le jeudi à 18h30. Il y a Louise Portal qui va être là, qui fait beaucoup de prestations. Oui. Donc, elle va faire un spectacle avec son conjoint, sur scène avec Jacques, son conjoint. Il y a Michel Plumeur qui va être là, qui va parler de son dernier livre qui est Habiller le cœur de sa mère qui a été vue dans le Grand Nord à 60 quelques années. Il y a Roxane Bouchard qui va être ici, qui va nous parler de sa trilogie. Il y en a une grande partie qui se déroule dans la baie des Chaleurs. Il va y avoir une soirée de contes. Il y a tellement de choses. Il y a beaucoup. Oui, est-ce qu'on peut voir la programmation directement sur votre site web pour toute... Oui, notre programmation est disponible sur le site Internet. C'est salondulivre-bonaventure.ca. Toute la programmation est là. Puis, il y a beaucoup de conférences, animations. Il y en a pour tous les groupes d'âge aussi. T'sais, outre les journées scolaires, les auteurs jeunesse qui sont ici vont aussi faire des animations pour les enfants pendant le week-end. Alors, en terminant, Mme Beauchamp, qu'est-ce qu'on a le goût de dire à la population pour les inviter à cette 6e édition? Bien, je pense qu'on a le goût de leur dire de venir, d'être là avec nous puis de nous encourager. Pour nous, c'est comme le plus beau cadeau, c'est que les gens viennent, que les gens aiment ça, qu'ils fassent des rencontres avec les auteurs, qu'ils échangent, qu'ils aient du plaisir et puis qu'ils découvrent aussi. On peut découvrir beaucoup d'auteurs ou d'autrices quand on fréquente un endroit comme le Salon du Livre. Pour l'horaire et la programmation, rendez-vous au salondulivre-bonaventure.ca du 21 au 24 octobre, directement au Centre récréatif Desjardins à Bonaventure, la 6e édition du Salon du Livre, une présentation de Desjardins. Du 15 au 26 novembre prochain, l'événement Novembre numérique revient pour une 2e année. Carole Cotton, le directeur général du Technocentre TIC Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous en parle. Bonjour Carole. Bonjour André. Là, pour une 2e année, l'événement virtuel régional Novembre numérique aura lieu cette année du 15 au 26. Pouvez-vous nous en parler? Exactement. Dans sa forme actuelle, donc c'est quand même la 8e édition de notre événement régional, mais dans la forme actuelle, Novembre numérique, on est à notre 2e édition. Donc, on avait amorcé en 2020, l'année dernière, avec un événement 100% virtuel. Et on revient cette année, encore une fois, 100% virtuel, mais avec une programmation doublée. Donc, on parle de 2 semaines d'activités, plus de 25 activités, conférences, ateliers, midi-conférences, toutes sur le numérique, qui vont se dérouler du 15 au 26 novembre prochain sur la plateforme Zoom.
Puis ça a bien fonctionné l'année passée. Oui, l'année dernière, on a eu près de 300 participations conférences et avec l'ampleur de la programmation de cette année, on s'imagine probablement dépasser ça et même doubler cette participation que nous avons eue l'année passée. Donc, on s'attend vraiment à une participation extraordinaire cette année pour l'événement 2021. Ça s'adresse à qui au juste? Qui peut payer? Ça s'adresse aux entreprises qui veulent en apprendre plus sur le virage numérique. Cette année, on a 5 parcours distinctifs. Lorsqu'on parle d'un parcours, c'est 2 conférences que nous, on appelle les conférences payantes. Ajouté à ça, un atelier de travail de 3 heures pour lequel on a réuni sur une forme de parcours spécifiquement, exemple pour le e-commerce, donc toutes les entreprises qui ont commencé à faire de la vente en ligne ou qui veulent en apprendre plus encore sur comment améliorer leur situation ou améliorer leur utilisation des commerces en ligne. On a un parcours spécifique là-dessus. On a un parcours spécifique sur le tourisme. Donc, on sait que les entreprises touristiques doivent se virer vers le numérique de plus en plus pour améliorer le parcours client, améliorer aussi le manque de main-d'œuvre. Parfois, le numérique peut pallier à certaines problématiques de main-d'œuvre. Donc, on a un parcours spécifiquement sur le tourisme. On a un parcours aussi sur le 4.0 en collaboration avec l'ERAC, l'Espace régional d'accélération de croissance. On a un parcours spécifique sur comment le 4.0, donc les technologies, l'automatisation, la robotisation, peut permettre aux entreprises d'améliorer la productivité de leur entreprise, que ce soit chaîne de production, voire même l'utilisation de leur personnel. Et le dernier parcours que nous avons, c'est un parcours qui s'adresse aux professionnels en technologie d'information. Donc, on a des conférences et un atelier spécifiquement liés aux professionnels en technologie. Donc, on ratisse vraiment très large en termes de population à qui ou de participation à qui ça s'adresse. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit l'économie sociale, que ce soit tout secteur d'activité. Tous vont pouvoir y trouver leur compte. En plus des parcours, on a bien entendu des conférences gratuites, cybersécurité, télétravail. Donc, c'est extrêmement important de voir la programmation, de bien comprendre aussi quel parcours s'intéresse à nous et de s'inscrire le plus rapidement possible. Y a-t-il une date limite pour les inscriptions? Présentement, là, la seule limitation que nous avons, c'est la participation au niveau des ateliers. Comme chacun des parcours a sa propre atelier, on a une limite de 20 participants par atelier, ce qui limite les parcours à 20 participants. Du 12 présentement jusqu'au 20 octobre, nous avons une priorité qui est faite à la vente de parcours comme tel, donc des forfaits parcours. À partir du 20 octobre, là, on va ouvrir vraiment à la possibilité pour les gens de s'inscrire à une conférence ou à un atelier selon les disponibilités qu'il va y avoir à ce moment-là. Mais présentement, là, si les gens souhaitent vraiment réserver un parcours, soit e-commerce, tourisme, 4.0 ou Protic, bien, c'est du 12 au 20 octobre qu'ils ont la priorité de s'inscrire, jusqu'à épuisement, bien entendu, de la quantité des parcours, qui est 20 unités par parcours que je vous ai mentionné tantôt. OK. Puis les gens qui sont intéressés, mais qui veulent avoir de l'information supplémentaire, ils vous rejoignent comment? Ils vont sur le site novembrenumérique.ca. Donc, c'est très simple. Simplement taper dans la barre de tâches novembre numérique, tout en minuscule.ca. Et vous allez être redirigé directement sur le site de l'événement où vous avez toute l'information sur la programmation, les forfaits qui sont disponibles, les dates, les heures, tout y est. Et vous pouvez, à ce moment-là, vous y inscrire directement sur la plateforme. Le service de sage-femme de la Baie des Chaleurs fête ses 2 ans cette année, un service qui a vu le jour après plus de 10 ans de travail. Caroline Hamelin, la nouvelle porte-parole du collectif Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs, nous informe à ce sujet. Dans le fond, le nom du collectif, ça s'appelle Collectif Accès Sage-Femme, puis c'est un collectif de citoyens qui s'est mis en place il y a plus d'une dizaine d'années, puis qui regroupait des familles qui voulaient militer pour l'accès à un service sage-femme dans la région, comme ça avait été prévu dans les régions du Québec. Puis ce service-là, ce collectif-là a milité pendant une dizaine d'années, puis finalement, depuis 2 ans, là, il y a un service sage-femme qui a été mis en place dans la Baie des Chaleurs. Puis ça, en fait, le service sage-femme, c'est les sages-femmes comme telles qui pratiquent, puis qui font les rencontres prénatales, postnatales, accouchements, qui accompagnent les familles dans cette période-là de leur vie. Puis le collectif, bien, lui, il continue de représenter finalement les familles de la région pour que le service soit à leur image. OK. C'est combien de familles environ qui en ont bénéficié? Pour l'instant, on n'a pas, nous, les statistiques au niveau du collectif. C'est plus le service sage-femme puis le CIS qui pourrait fournir les statistiques. Mais on sait que dans la dernière année, il y a eu
au moins une trentaine de familles qui ont bénéficié du service. Ça, c'était vraiment au-delà là, des attentes là, de ce qui avait été prévu pour le service. Fait qu'on voit qu'en parlant, puis tout ça, là, qu'il y a vraiment... le service est bienvenu, qui répond à un besoin, puis plus on en parle, plus il y a des familles qui décident de passer par ce service-là. Fait qu'il y a un réel besoin s'il y a une augmentation de... Oui, absolument. Puis le collectif, je pense que le fait que ce collectif-là a duré déjà 10 ans au moins avant d'avoir accès au service, puis que là, on continue encore d'être mobilisés. Il y a des nouvelles familles qui adhèrent au collectif là, au fur et à mesure qu'on bénéficie des services du collectif puis du service sage-femme. Fait que oui, ça répond à un besoin, puis on a encore envie là, d'accompagner le développement de ce service-là ici. Puis là, cette année, ça fait 2 ans. Oui, c'est ça. Ça fait 2 ans que le service a été mis en place. Moi, j'ai été dans les premières qui a pu bénéficier du service comme tel. Puis le fait que là, le service soit en place puis qu'il fasse des rencontres d'information, mais ça permet vraiment de démystifier la pratique. Puis le fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui bénéficient du service, ça fait aussi qu'on en parle de ce service-là. Puis il est très populaire, puis il fait son chemin. Puis on voit que là, ça fait depuis 2 ans qu'il y a une augmentation là, du nombre de familles qui fréquentent. Puis je pense que ça va juste aller en s'améliorant avec les beaux témoignages qu'on a sur le service actuel. Il y a eu un premier accouchement dans l'eau. Oui, c'est ça. Dans la pratique sage-femme, là, au Québec, ça se fait là, dans les accouchements à domicile, puis dans les accouchements en maison de naissance. Il y a régulièrement là, des accouchements qui se font dans l'eau. Puis c'est ça, ici à Maria, c'est la première fois là, récemment qu'il y a eu un accouchement dans l'eau, puis ça a été permis par la pratique sage-femme. Là, un accouchement qui était accompagné par une sage-femme, puis ils ont suivi le désir de la famille d'accoucher dans l'eau à l'hôpital. OK. Là, il y a des capsules qui sont en préparation puis qui s'en viennent, qui vont être disponibles prochainement. C'est quoi au juste ces capsules? Oui, c'est des capsules qui visent en fait à faire connaître le service sage-femme par le biais des témoignages des familles qui en ont bénéficié. Fait que là, il y a eu des familles qui se sont portées volontaires pour raconter leur histoire d'accouchement, là, puis de suivi sage-femme, parce que le suivi, il se fait de toute la grossesse jusque dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement. Puis, dans le fond, il y a des familles qui sont en train de raconter leurs histoires. Puis, c'est tout fait de façon bénévole. On remercie l'équipe qui travaille là-dessus. Là. Mais ils sont en train de monter des capsules vidéo pour permettre justement de diffuser plus largement l'information sur le service puis l'expérience du service sage-femme. Puis, ces capsules-là sont en préparation puis vont être disponibles d'ici Noël. Sur le site d'Accès Sage-Femme, du collectif Accès Sage-Femme, puis sur notre page Facebook aussi. Puis, on espère que ça va être repris là, largement. Ça va être à surveiller. On a bien hâte de voir ça. Il y a un sondage que vous avez fait auprès de 40 mamans. Qu'est-ce qui en est sorti de ce sondage-là? Oui, c'est ça. Dans le fond, depuis que le service est en place, il y a un sondage qui avait été préparé par le collectif Accès Sage-Femme, puis qui est demandé, dans le fond, d'être rempli par les familles qui bénéficient du service. Fait que là, au départ, il y avait eu un sondage il y a, je crois, 7-10 ans pour avoir le pouls de la population en général sur les besoins en service sage-femme. Puis là, depuis qu'il y a des accouchements avec les sages-femmes qui sont réalisés, là, on voulait connaître l'appréciation des familles de ce service-là pour pouvoir l'améliorer dans un détail plus fin, finalement. Puis, c'est ça, je crois qu'il y a une trentaine de familles qui ont été rejointes jusqu'à maintenant. Puis, ce qui ressort, là, entre autres, là, c'est que 70 c'est une statistique qui mène, finalement, nos revendications actuelles, là, c'est qu'il y a à peu près 70 des familles répondantes qui indiquent qui aimeraient pour un prochain accouchement ou qui auraient aimé pour leur accouchement qui vient de se réaliser, d'avoir accès à un lieu alternatif de naissance. Ça, c'est vraiment la revendication actuelle là, première du collectif, là, c'est de mettre en place un lieu alternatif de naissance qui ne soit pas l'hôpital, mais qui ne soit pas non plus le domicile là, de la famille. On sait que dans la région, c'est pas prévu qu'on ait une maison de naissance, mais on aimerait avoir un lieu qui soit dédié finalement là, à accueillir des familles dans une période de transition, que ce soit avant l'accouchement, dans les semaines qui précèdent, là, quand on parle de familles qui sont un peu plus à distance là, du milieu hospitalier. Puis, on voudrait aussi que pour l'accouchement, ça puisse être disponible, puis aussi pour la période là, de transition après l'accouchement, que la famille puisse disposer là, de ce lieu-là. Fait que pour l'instant, ça avait été prévu l'établissement d'un lieu comme ça par le cadre légal, là, le cadre qui encadre la pratique sage-femme. Puis là, c'est ça qu'on revendique actuellement, c'est de répondre finalement à ce besoin-là, là, qui est très fort là, parmi la population, puis parmi les femmes qui ont bénéficié du service. Là. Donc, de mettre en place un lieu alternatif de naissance, puis on est en train de voir quelle forme ça peut prendre, puis de militer pour que ça ait lieu finalement. Là, les gens qui ont besoin d'informations supplémentaires, comment ils vous rejoignent? Ou qui ont besoin du service comme tel? Dans le fond, le service sage-femme, lui,
ils offrent dans le fond des séances d'information pour permettre de démystifier puis de renseigner les familles sur la pratique sage-femme. Puis toute l'information est disponible là, si on appelle au CLSC de Caplan pour le service sage-femme en particulier, pour pouvoir avoir soit de l'information ou pour s'inscrire. Puis pour le collectif Accès Sage-Femme, on a une page Facebook puis un site Internet. Puis c'est par là que les gens peuvent nous rejoindre s'il y en a qui veulent se joindre là, finalement à notre groupe là, qui revendique les besoins là, des familles de la Baie des Chaleurs. Un nouveau service sera offert cet automne à la Maison de la famille Contrevent-et-Marais située à Chandler. Des ateliers de massage pour les tout-petits. Myriam Boucher, animatrice à la Maison de la famille, nous en parle. Vous avez un nouveau volet qui touche le massage. Un nouveau volet. Dans le fond, moi, je suis nouvellement certifiée depuis juin pour des cours de massage avec une association qui est quand même reconnue là, au niveau international. C'est IAM que ça s'appelle. En fait, on débute là, le premier groupe à l'automne. Donc, c'est sur 5 semaines, une fois par semaine. Donc, 5 ateliers là, de massage pour faire partie de ce groupe-là. C'est comme un engagement. En fait, ça aide à renforcer la relation d'attachement entre le parent et l'enfant et le bébé, là, si on peut dire. Il faut masser entre 0 et 1 an. Ça aide aussi aux parents de passer un moment unique 1 à 1 avec l'enfant, sans cellulaire, sans rien qui dérange. Fait qu'on leur montre, dans le fond, moi, je leur montre comment masser chaque partie du corps du bébé. Fait que les pieds, les jambes, les bras, la poitrine, le dos, la tête, on touche à tout, toutes les parties du corps, mais avec les bonnes techniques. On peut nommer les bienfaits que chaque partie du corps aussi. Puis je montre aussi des techniques pour prévenir les gaz et les coliques, des mouvements doux quand les bébés commencent à marcher à 4 pattes à ramper pour la flexibilité. Donc c'est vraiment un atelier complet. Puis il y a aussi de la théorie, il y a de la pratique. On montre à chaque cours, c'est une différente partie du corps qu'on montre, puis on révise la partie du corps qu'on a appris la semaine précédente, parce qu'il y a une semaine pour pratiquer à la maison les mouvements, dans le fond, qu'on leur a montré. Puis on montre de la théorie aussi là, par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment un gros atelier complet. Fait que quand le parent quitte, puis il peut passer un moment de qualité là, chez eux, parce qu'il y a un petit cartable là, avec toutes les techniques qu'on a montrées. Puis ça, encore une fois, on est chanceux, on peut offrir cet atelier-là gratuitement aux parents. Puis les gens qui sont intéressés, ils communiquent directement ici avec la Maison de la famille? C'est ça. Pour les groupes parents-enfants, ils peuvent communiquer avec moi directement à la Maison de la famille, ou j'ai un messenger, Myriam Boucher, animatrice, qui peuvent me contacter aussi. Sinon, on a un travail d'équipe là, avec les infirmières en périnatalité du CLSC. Donc, une fois que la mère a accouché, qui ont leur première visite, elle leur parle de ces ateliers-là aussi. Donc, aussitôt que les parents ont manifesté un intérêt, moi, j'ai les noms. Mais aussi, là, il y a des personnes qui me contactent là, chaque semaine pour avoir de l'information et participer. Puis pour les massages, c'est vraiment... on n'a pas fait de publicité encore pour les massages parce que c'est juste 5 places qu'on a par groupe. Donc, c'est vraiment là, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui nous contacte, on prend le nom pour les contacts. Mais oui, c'est par nous qu'il faut passer pour les inscriptions. Vous connaissez sûrement toute l'importance des centres d'action bénévoles et de l'implication des bénévoles dans toutes les régions. Michel Langelier, intervenant psychosocial pour proches aidants au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous donne des nouvelles de leur Centre d'action bénévole. Bonjour Michel. Salut André. Puis comment ça se passe ici au Centre d'action bénévole Gascon-Percé? Ça bouge. Parce qu'on essaie, tant bien que mal, de sortir un peu de l'esprit COVID. Tu sais que tout se fait par des rencontres Zoom. On veut reprendre contact avec notre monde. Les contacts humains, c'est important. On a fait une activité avec nos bénévoles. On a vu comment ces gens-là étaient heureux de se revoir. Fait que notre emphase est beaucoup là-dessus en ce moment, de trouver des nouvelles façons de faire, des nouveaux services pour que les gens puissent se revoir. Ça, c'est vraiment important. Et quels sont les services qui restent en fonction ici? On a toujours notre popote roulante qui est là depuis 35 ans. C'est des repas chauds qui sont servis à des personnes qui ont certaines pertes d'autonomie. Il y a l'accompagnement transport. On accompagne des gens à leurs rendez-vous médicaux, soit à l'hôpital, à la clinique. Bref, on les accompagne. Il y a les plats givrés. Ça, c'est des plats qui sont faits par un traiteur. Puis là, c'est un petit peu nouveau ce qui se passe parce qu'il y a un comptoir maintenant de récupération alimentaire qui est à Grande-Rivière. Il y a eu beaucoup de travail qui a été mis là-dessus. C'est des gens qui vont chercher de la nourriture dans les épiceries. Eux, on appelle ça comme les invendables. Pas parce qu'ils sont pas bons, parce que, exemple, un piment incroche.
ils ne peuvent pas mettre ça dans leur comptoir d'épicerie, fait qu'ils ils le donnent à cet organisme-là. Et nous, on va chercher nos denrées un peu là, puis on va se servir aussi de ces denrées-là pour continuer de faire nos plats givrés. C'est des plats qui sont gelés, qu'on vend soit aux personnes en perte d'autonomie ou à des proches aidants qui peuvent donner ce repas-là à leurs personnes malades pour avoir un certain répit. Grosso modo, c'est à peu près ça. Là. Puis il y a bien sûr le dépannage alimentaire, le dépannage qui vient en aide à des gens qui ont des difficultés financières. C'est à peu près 2 à 3 jours qu'on peut bien se nourrir avec ça. Il y a les services pour les proches aidants que moi je fais. Bien sûr, le client, pour moi, c'est le proche aidant pour moi. Je le soutiens, je l'informe. On essaie de voir avec lui comment on peut améliorer sa situation. Il y a aussi notre travailleuse de milieu, Cindy Langlois, qui est là pour accompagner les personnes âgées, soit dans des démarches, remplir des papiers, négocier des contrats, peu importe. Elle est là pour les besoins des personnes aînées. Puis des fois, pour faciliter aussi l'accès avec les services de santé, hôpital, CLSC et compagnie. Fait que voilà, c'est un peu ça là, à ce niveau. Là, il y a un service que vous avez dû arrêter, c'est le comptoir vestimentaire. Oui, il est encore ouvert, mais malheureusement, on doit le fermer le 30 novembre. Puis je peux vous dire que nous aussi, on est en deuil de ça parce que c'est là depuis le début. C'était le fondement du Centre d'action bénévole. Puis avec le temps, c'est difficile de maintenir ce service-là. Puis bon, M. COVID, on ne peut pas faire autrement qu'en parler de ce COVID-là. Il est partout dans nos choses. A fait en sorte que, bon, le comptoir a été fermé pendant un bout, on n'avait pas le choix. Les habitudes de consommation ont changé. Les gens ont davantage magasiné sur le net. Et là, maintenant, les gens vendent leurs vêtements sur Internet. Fait que nous, ce qu'on reçoit depuis un bout, c'est pas toujours adéquat. Mais il faut dire que pendant 35 ans, on a reçu des perles, puis on veut remercier les gens qui nous ont amené des beaux vêtements, tout ça. C'est vraiment important, ça a été majeur. Mais en ce moment, on se retrouve avec un surplus de vêtements à gérer qui, à 80 n'est plus adéquat. Ce qui veut dire que ça nécessite beaucoup de ressources humaines. Sors du sac, regarde, ou remets dans le sac, mets dans le bac à vidange. Plus qu'il y en a dans le bac à vidange, plus de voyages, donc plus de sous. Fait que c'est rendu... Le comptoir, dans le fond, il n'a jamais été... on n'a jamais fait de sous avec ça, c'était pas le but, il était déficitaire et c'était correct. Mais là, maintenant, c'est rendu un petit peu trop. C'est compliqué à gérer. Puis, c'est plus les personnes nécessairement qui sont dans le besoin qui viennent acheter des vêtements. Fait qu'on s'est dit... Bon, OK, le constat, c'est qu'on ferme le comptoir, mais toute cette énergie-là qu'on mettait dans ce comptoir-là, on va s'en servir maintenant. Les locaux aussi, il y a d'autres choses qui vont renaître de tout ça. Cette énergie-là, on va essayer de faire quelque chose de constructif avec ça pour aller cibler des besoins qui sont encore plus pertinents et collés à la réalité d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et en terminant, qu'est-ce que ça serait un centre d'action bénévole sans bénévoles? Avez-vous des besoins particuliers? Rien. Les bénévoles, c'est vraiment notre matière de base. Hein? Bien sûr qu'on est toujours en recrutement, mais on est quand même chanceux, ça va bien ici. On s'informe un peu ailleurs au Québec, puis parce qu'il y a des centres d'action bénévole qui ont complètement fermé pendant quelques mois. Fait que c'est plus difficile de reprendre la roue avec nos bénévoles. Mais ici, on a continué, mais on en a toujours besoin. Particulièrement, nos besoins, là, en ce moment, c'est au niveau de l'accompagnement médical. Puis c'est rare qu'on fait ça, mais je vais cibler des petites municipalités. Newport, Pabot Mills, Sainte-Thérèse. C'est à peu près ça là, où on en a besoin, mais somme toute, ça va très bien. Puis nos bénévoles, on leur fait attention. Puis comme on dit toujours, la philosophie ici, le bénévole, c'est le boss. Il choisit, selon nos besoins, ce qu'on peut lui offrir, ce qu'il veut faire, quand il veut le faire, et au nombre de fois où il veut le faire. Puis si on l'appelle, est-ce que tu pourrais faire un accompagnement de transport, puis il nous dit, je peux pas, mais regarde, pas besoin de justifier ici. Vous pouvez pas de problème, on vous rappelle une prochaine fois. Puis l'avantage de faire partie du Centre d'action bénévole comme bénévole, des fois, on offre des activités récréatives, de formation. Tu sais, des gens qui sont seuls, des nouveaux arrivants. C'est une belle opportunité des fois de rencontrer des gens, d'agrandir son réseau social. Fait que voilà, on les remercie, ils sont importants et sans eux, on ne serait pas là. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 17 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!